Choose Social TV, l'émission qui met en lumière les personnes qui ont décidé de mettre les individus au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Froissart. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Tu es un des dirigeants du groupe SOS. Tu es membre du bureau du mouvement Impact France. Tu es LinkedIn Top Voice il y a, il y a quelques années. Bref, tout ça pour dire que tu es un acteur influent dans la sphère sociale. Et à ce titre, je suis particulièrement heureux de t'accueillir ce matin. Euh, Première question, qu'est-ce qui toi t'a amené à t'investir autant dans le social depuis 20 ans maintenant? C'est une bonne question. Une question que je me pose parfois et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y suis arrivé un peu par hasard à l'époque, parce qu'on parlait moins du secteur associatif, de la RSE. On parle beaucoup de la RSE aujourd'hui de la façon de s'engager finalement individuellement ou dans son entreprise. Et moi, c'est un peu le hasard qui m'a amené au groupe SOS. J'étais juriste de formation, et j'ai fait de la sociologie des organisations après. Et puis après, oui, les rencontres. Est-ce que le hasard existe? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y avait au fond de moi l'envie d'essayer de contribuer à changer un peu les choses en mieux. Il y a pas de sujets qui t'ont particulièrement touché à un moment et qui Non, je ont sais fait que tu que changes mon de voie? parcours en droit m'avait fait travailler après, ce qu'il fallait bien bosser, parce que j'ai fait pas mal d'années d'études, mais à un moment, faut bien travailler quand même. Donc, j'avais travaillé dans une grande compagnie d'assurance. Et à ce moment-là, je sentais qu'il me manquait quelque chose, même si je pense que là, on apprend plein de choses dans les grandes entreprises. Mais en tout cas, moi, il me manquait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'intéressais au bénévolat et j'avais envie de faire du bénévolat. Donc, je commençais à réfléchir à ce que je pouvais faire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, enfin c'est pas comme ça, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le groupe SOS et que j'ai changé et que je m'engage du coup professionnellement, bénévolement aussi. Mais en tout cas, je considère que mon boulot est aussi un engagement sociétal. Et t'es rentré donc dans le groupe SOS, c'était une petite entreprise à ce moment-là, il y avait quoi, une centaine de personnes il y a 20 ans? C'était une association qui était déjà d'une taille respectable, puisque c'était 300 personnes, et dans le secteur associatif, c'est déjà assez conséquent. C'était 300 personnes, et puis c'est un groupe Et c'est devenu associatif énorme. aujourd'hui qui, aujourd'hui, c'est 20 000 salariés, c'est 600 établissements. Alors ça paraît énorme comme ça, mais ce qui est intéressant, enfin nous on se définit souvent comme un banc de poissons, parce qu'il y a des structures très différentes, qui font des choses différentes, qui ont des tailles différentes. Il y a des petites associations avec quelques salariés et beaucoup de bénévoles, et il y a des associations avec énormément de salariés. Donc si je monte une association, je peux rejoindre le groupe SOS? On s'est constitué de deux façons, soit en créant des dispositifs, des réponses à des problèmes sociaux, sociétaux, nous-mêmes, en lien souvent avec les pouvoirs publics, puisqu'on répond souvent à des besoins justement d'intérêt général. Et parfois, des associations nous ont rejoints. D'accord. Alors au début, notamment dans les années 90, au début des années 2000, souvent parce que les associations étaient en difficulté. Le secteur associatif a mis un peu de temps à se professionnaliser. Sans doute que c'est un des aspects intéressants dans le groupe SOS, c'est que vraiment rapidement, on a décidé d'être innovant pour la société, mais aussi de le faire de façon pérenne. Parce que si tu as plein d'idées, si tu fais des choses utiles, mais que tu peux disparaître du jour au lendemain, c'est un peu problématique. Donc voilà, et les associations, parfois, ont besoin de s'appuyer sur un acteur qui a un réseau, qui discute facilement avec les pouvoirs publics ou avec les banques, parce qu'on a aussi une légitimité et qui fait qu'on est écouté, quoi. Donc il y a des associations qui nous rejoignent aussi maintenant, pas forcément parce qu'elles sont en difficulté, mais parce qu'elles ont envie, on va sans doute parler beaucoup d'impact, d'accélérer leur impact, d'être encore plus efficiente, efficace, de répondre encore mieux Alors aux enjeux de avant société. d'en venir à l'impact, donc aujourd'hui c'est 20 000 personnes qui travaillent pour l'association. Oui. Je ne sais pas si c'est un bon signe que ça grossisse autant, une À association nous, qui notre vise à réduire vocation, les ce inégalités. serait de réduire ou C'est de tout petit, quoi. disparaître. Ouais. Malheureusement, on voit bien dans le contexte actuel que c'est pas le cas. Donc, en tout cas, nous, on s'est toujours vu comme étant un acteur qui doit aussi se demander comment il peut faire pour disparaître quelque part. Parce Et que c'est ça qui est parce intéressant. que du coup, les sujets sociaux, les problèmes sociaux, les inégalités augmentent. Ça Parce que dépend. tout le monde a envie de les réduire. Ça A dépend. priori, globalement, on a tous envie de les réduire. On a envie de vivre dans un monde meilleur. Oui. Et pour autant, depuis 20 ans,
tu fais le constat que les inégalités, les problèmes sociaux augmentent? Ça dépend des sujets, c'est très difficile à dire de façon générale, ça dépend des sujets, je pense. Après, on sait que la pauvreté peut de façon générale avoir tendance quand même à reculer. Par contre, les inégalités, ça c'est prouvé, partout dans le monde, y compris même en France, ont tendance à s'accroître. Donc, C'est quoi les pires inégalités en France que vous observez? bah, c'est pas que nous, hein, c'est tous les acteurs sociaux. Il y a des chiffres alors qui un peu fluctuent en fonction de la façon dont on les évalue, mais voilà, il y a 9 ou 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Donc voilà, c'est quand même un sujet. Donc c'est le sujet sur lequel il faudrait, je pense, vraiment travailler beaucoup et collectivement, de façon coordonnée. Je pense que c'est à un moment donné intéressant aussi de se dire comment chacun, et notamment les entreprises, peuvent contribuer davantage pour faire reculer et faire en sorte que le groupe SOS ou d'autres acteurs sociaux, finalement, demain ne soient plus indispensables, ne soient plus là. Enfin, et nous, c'est vrai qu'on a toujours considéré nos actions comme ça. Quand on s'occupe de personnes en difficulté, qui ont des problématiques sociales, familiales, des problèmes d'éducation, des problèmes d'hébergement, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. On se demande toujours comment on peut faire pour que la personne, demain, elle soit autonome, elle ait plus besoin de nous. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui... moi, qui me plaît, c'est pour ça que je travaille plus de 20 ans après, toujours dans cette Et toi, les inégalités qui te touchent le plus, toi, personnellement, sont lesquelles? Moi, ce qui me touche, c'est... on accueille en ce moment des migrants et évidemment... Migrants ukrainiens, j'imagine? Migrants ukrainiens. Alors, ça fait longtemps, ça fait de nombreuses années qu'on accueille des demandeurs d'asile, notamment des migrants. Et ça a été les Syriens, ça a été les Afghans. Enfin, je pense qu'il faut aussi rappeler que de nombreux acteurs en France accueillent depuis longtemps ces personnes qui ont besoin à un moment donné d'un coup de pouce et d'un accueil qui soit bienveillant. Donc voilà, on n'a pas attendu l'Ukraine. Je pense que c'est aussi important parce que on sent bien aussi que par rapport à certains acteurs qui travaillent dans ce champ-là et puis aussi des personnes qui sont peut-être demandeurs d'asile depuis longtemps, il peut y avoir une impression aujourd'hui d'avoir un traitement différent en fonction de l'origine, de son origine. Donc nous, en tout cas, on a toujours plaidé pour accueillir et considérer que l'accueil de demandeurs d'asile, c'était aussi une chance pour notre pays. Et là, donc si on prend, puisque c'est l'actualité, puisque c'est l'actualité, il faut en parler, évidemment. Les réfugiés plutôt ukrainiens, le groupe SOS en fait venir en France. Combien? Dans quelles conditions? En lien Comment avec on peut aider éventuellement si on a envie de le faire en lien même avec les pouvoirs publics, évidemment, qui en plus ont lancé une plateforme qui permet aussi, en plus des acteurs associatifs comme le groupe SOS, donc qui sont nombreux à s'engager aujourd'hui, les particuliers peuvent aussi accueillir des familles. Donc, si je veux accueillir une famille ukrainienne, moi, je peux. Comment je fais? Oui, il faut aller sur la plateforme. Je l'ai pas, mais en tout cas, on la trouve facilement sur Internet. L'État et même d'autres, des villes, des acteurs, on trouve facilement, j'avais partagé quelques liens sur mon LinkedIn, mais on peut les retrouver aussi facilement, je pense, sur Internet. Et effectivement, quand on est un particulier, on peut aussi s'impliquer à côté des acteurs associatifs qui, évidemment, eux, le font en nombre, puisque on était parti sur un accueil de 200 ou 300 personnes, et là, on est sur un accueil de 1500 personnes au niveau du groupe SOS, donc qui est en train de s'organiser. Donc voilà, et nos équipes, toujours très réactives et très engagées, sont capables de s'engager du jour au lendemain comme ça pour accueillir ces personnes-là, des familles beaucoup, et les accueillir de la façon la plus bienveillante et la plus professionnelle et aussi engagée possible. C'est quoi le modèle économique? Comment vit le groupe SOS financièrement? C'est des dons? Il y a une activité économique? Peu de dons. Les dons, on les prend quand on a un projet qui n'est pas forcément financé par les pouvoirs publics, et ça peut arriver, ou ça peut être en complément justement pour améliorer encore ce qu'on fait au quotidien. Après, on a autant de modèles économiques que de types de structures, puisqu'aujourd'hui on gère des hôpitaux, des maisons de retraite, des structures sociales, des structures éducatives. On est très présent dans la transition écologique et dans la culture aussi. Et à chaque fois, on a 600 établissements qui ont chacun, c'est pour ça que je parlais de bancs de poissons, qui ont chaque petit poisson à son activité, à son modèle économique. Et puis après, ils contribuent un peu aussi au groupe pour faire en sorte de continuer à rayonner, à tisser des partenariats, à faire comprendre aussi ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est un vrai aussi enjeu. On a beaucoup travaillé les plaidoyers pour aussi que les citoyens comprennent ce qu'on voit sur le terrain
et comprennent justement, la question a été posée, comment sur l'Ukraine par exemple, on peut aider individuellement. Et il y a beaucoup de gens qui veulent, même en dehors de cette question dramatique de l'Ukraine en ce moment, qui avant cette crise, se demandaient déjà comment ils peuvent aider au quotidien. Et c'est pas toujours évident. Mmh. Et nous, de plus en plus, on se considère aussi comme un acteur. On crée des plateformes aussi qui s'appellent Active, justement pour mettre en relation des gens qui veulent faire du bénévolat avec des associations locales. On se considère de plus en plus comme un acteur qui doit aussi faire comprendre la situation des personnes qu'on accompagne pour, avant cette crise, se demandaient déjà comment ils peuvent aider au quotidien. Et c'est pas toujours évident. Mmh. Et nous, de plus en plus, on se considère aussi comme un acteur. On crée des plateformes aussi qui s'appellent Active, justement pour mettre en relation des gens qui veulent faire du bénévolat avec des associations locales. On se considère de plus en plus comme un acteur qui doit aussi faire comprendre la situation des personnes qu'on accompagne pour que chacun finalement soit acteur et puisse améliorer le sort de ces personnes. Si je change maintenant un peu en tout cas ta casquette, et si je passe à cette activité que tu as de membre du bureau du mouvement Impact France, donc c'est évidemment lié puisque le but c'est d'améliorer le monde dans lequel on vit, mais cette fois par la contribution des entreprises à mission, des entreprises qui ont défini une mission impact. Tu peux nous dire un mot peut-être de ce mouvement Impact France? Oui, alors ça s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux et le groupe SOS s'était beaucoup engagé dans sa création puisque Jean-Marc, qui est le fondateur du groupe SOS, avait participé à la fondation de ce mouvement, a été son premier président. Mais beaucoup d'acteurs se sont impliqués et continuent à s'impliquer dans ce mouvement qui est issu au départ de l'économie sociale et solidaire et qui s'est beaucoup élargi pour parler davantage aux entreprises qui ont un impact positif et en tout cas pousser le plus d'entreprises possible à avoir un impact positif sur la société. Alors, comment on sait pour une entreprise qu'elle a un impact positif sur la société ou sur l'environnement? C'est une grande question. C'est une série de questions qu'il faut se poser. On a travaillé sur un outil qui s'appelle l'Impact Score. C'est une série de 150 questions qui permettent justement de savoir quel est notre impact social, quel est notre impact environnemental. Donc l'impact social, ça peut être évidemment les salariés qui sont au cœur. Donc comment je me comporte avec mes salariés, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur l'accueil, l'emploi de personnes en situation de handicap. Voilà, il y a une série de choses qui permettent de savoir où on en est. La question environnementale, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent d'évaluer l'impact environnemental, la gestion des déchets, la gestion des ressources. Et c'est évidemment un sujet sur lequel il faut encore accélérer parce qu'on en parle beaucoup, mais je crois que la prise de conscience n'est pas encore totale, y compris dans les entreprises. Et puis après, des questions qui concernent plus la gouvernance, qui nous semble aussi fondamentale pour avancer justement sur la question de l'impact social et environnemental, c'est quelle place je donne dans ma gouvernance à mes parties prenantes. Donc je fais ce questionnaire en tant que chef d'entreprise, et en fonction de mon score, j'ai le droit de rentrer dans le mouvement Impact France. Comment ça fonctionne? Ou n'importe qui peut dire j'ai envie de rentrer dans le mouvement, même si je suis pas sûr que mon entreprise a un impact positif. On est très ouvert. Aujourd'hui, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et plus largement effectivement à impact constituent le socle. Après, la logique, et c'est pour ça que je m'y retrouve, c'est de ne pas être dogmatique et d'accueillir, même si ça va peut-être être dans un collège différent au sein de l'association, mais en tout cas, toute entreprise qui, en tout cas, sincèrement, a envie d'évoluer est la bienvenue pour justement se confronter avec des acteurs qui peut-être font ça depuis longtemps, de l'impact social et environnemental. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de travailler avec tout le monde et tout le monde en tout cas devrait aussi être obligé de travailler sur ces sujets-là. Et en quoi ce mouvement va plus loin que le statut d'entreprise à mission qui a été créé par la loi Pacte il y a quelques années? Alors, il y a eu des avancées notables. Autrement dit, pardon, qu'est-ce que tu reproches à la loi Pacte? Ouais. Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse de plus qui finalement t'a amené à contribuer à la création de ce mouvement? Moi, je lui reproche pas grand-chose et je pense que la loi Hamon, un peu avant, et la loi Pacte ont été des grandes avancées parce que ça a permis de rappeler que les entreprises, ou en tout cas d'insister sur le fait que les entreprises ne devaient pas avoir que la rentabilité comme objectif. Et qu'aujourd'hui, notamment avec les enjeux qui sont énormes, sociaux, environnementaux, encore une fois, il faut que les entreprises jouent pleinement leur rôle dans cet objectif-là, qui est de faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités et qu'on puisse vivre tous sereinement sur cette planète dans les années qui viennent. Mais t'allais même plus loin, parce que tu m'as dit quand on a préparé, il y a une concurrence qui est faussée, qui est déloyale, Ouais.
puisqu'on n'arrive pas à valoriser des entreprises qui ont un impact positif et celles qui n'en ont pas et Ouais. qui représentent un coût. Moi, je parle de concurrence Ouais. déloyale. Effectivement, les entreprises qui font n'importe quoi, il y en a encore malheureusement aujourd'hui en France, au niveau européen et au-delà. Et c'est de la concurrence déloyale. Quand je traite mal mes salariés, quand je traite mal mes fournisseurs, enfin, il y a eu quand même des exemples dramatiques dans les années passées de fournisseurs avec lesquels travaillaient parfois des grands groupes qui justement insistent sur leur responsabilité sociale. Et puis après, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les prestataires sont maltraités, etc. Donc ça, c'est plus possible. Le social et le greenwashing, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et malheureusement, c'est souvent les entreprises, justement, qui ont le plus de moyens, qui mettent le plus de moyens pour montrer à quel point elles seraient vertueuses. Alors, quelle proposition tu ferais pour récompenser les entreprises qui sont les plus vertueuses? Alors nous, on plaide pour qu'à un moment donné, il y ait des critères qui soient appliqués à toutes les entreprises. Donc ça peut être un index, effectivement, avec une série de critères sur l'impact social, l'impact environnemental, la gouvernance, le partage de la valeur aussi. Nous, on est pour que les échelles de salaire soient plus resserrées que parfois dans certaines entreprises, pour que tout le monde ait l'impression aussi d'être dans le même bateau. Ça nous paraît important et même fondamental aujourd'hui. Et on y viendra. Moi, je trouve que c'est lent. Quelle récompense? Un cadeau fiscal, du Il cash, faudra, parce que des les petits restos? entreprises, elles fonctionnent comme ça. Il faut que ça ait des incidences économiques. Donc, à un moment donné, nous, on n'a pas toutes les solutions, mais justement, on essaye de faire en sorte que le sujet arrive sur la table. Si ça pouvait être évoqué pendant cette campagne présidentielle, ce serait super. Vous essayez d'influer dans Oui, le cadre de cette on a un campagne? plaidoyer Ouais. et ça fait partie des sujets qu'on me pousse, de dire à un moment donné, c'est sûr qu'on y viendra. La question, c'est quand. C'est sûr qu'à un moment donné, toutes les entreprises seront évaluées avec évidemment la caution des pouvoirs publics qui regardent évidemment de près et qui même donnent, pourquoi pas, un label qui permette de savoir ou en tout cas une notation, un peu comme le Nutri-Score, de se dire, ben voilà, cette entreprise-là, je vais y travailler demain, ou j'en suis client, ou j'ai envie d'en être client demain, où elle se situe. Est-ce qu'elle a un impact social positif? Est-ce qu'elle a un impact environnemental positif ou catastrophique? Comment elle se comporte avec ses salariés, etc. Et c'est évident qu'on y viendra, parce que oui, il y a une concurrence déloyale, parce qu'aujourd'hui, quand on fait n'importe quoi d'un point de vue social et environnemental, bah oui, forcément, ça coûte moins cher que celles qui respectent absolument ces sujets-là. Et on ne peut pas laisser ça, justement, vu les enjeux du moment. On arrive à la fin de cette interview. Alors, Victoire est avec nous. Merci beaucoup, Victoire, d'être avec nous. Bonjour Nicolas. Et tu avais envie de poser une question à Nicolas. Exactement. Alors Nicolas, j'ai une petite question pour vous. Si vous aviez une baguette magique, quel problème social vous résoudriez en premier? On a parlé un peu du conflit ukrainien, des 9 millions de familles en dessous du seuil de pauvreté, du greenwashing. Voilà, quel problème social vous tient un peu le plus à cœur? Mais je pense que moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur, c'est la question sans doute de l'éducation. Parce que l'éducation, elle est quand même centrale et qu'à un moment donné, l'éducation, c'est aussi former des citoyens, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité des chances. Cette expression qu'on utilise depuis longtemps, à tort et à travers. Et concrètement, comment on met en place cette égalité des chances? Ben, je pense que c'est beaucoup l'éducation. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'une éducation qui permette d'apprendre, de trouver sa place demain dans la société. Et voilà, il y a des modes d'éducation, il y a des pensées, des mouvements de pensée, Montessori, Freinet, enfin voilà, qui peuvent aussi, je pense, être très utiles au plus grand nombre, y compris et surtout aux enfants qui ont peut-être des difficultés sociales, familiales. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver une façon de faire en sorte que cette égalité des chances ne soit pas que juste des mots. Et puis on parle beaucoup, mais ça, je pense qu'il faut le développer encore plus, de mentorat, de parrainage. Moi, je suis parrain justement avec une association qui s'appelle Parrain par 1000 d'un jeune réfugié qui est arrivé, il était mineur en France, il a traversé une partie de l'Afrique parce qu'il considérait que c'était une question de survie de partir.
Et voilà, je pense qu'on parlait d'engagement tout à l'heure, la façon dont chacun aussi on peut s'engager dans son entreprise, mais aussi ailleurs. Je pense qu'individuellement, d'un point de vue personnel, et ça peut être aussi une question d'éducation, parce que par exemple l'association Parrain par Mille, il y en a plein, demande à des gens de s'engager aussi pour des enfants plus jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir quelqu'un qui les aide pour faire des devoirs, ou qui n'ont simplement pas l'occasion d'aller visiter un musée, ou de découvrir des choses qu'ils ne découvrent pas dans leur milieu familial. Et voilà, il faut Tu demandes à aussi tout le monde permettre de s'engager, quoi, quelles que soient les causes, et en particulier sur l'éducation. Je dois Je pense que c'est le message que j'essaye on peut s'engager de plein de façons. On peut aller donner son sang. Aujourd'hui, les réserves de sang sont faibles. Enfin, on peut parrainer. Et voilà, c'est quelques heures par mois. C'est pas non plus incroyable. Et moi, le message que j'essaye de transmettre, c'est qu'en plus, ça fait du bien. On se sent bien dans ses baskets quand on s'engage. Je pense que l'être humain, il vient de là. Il vient il y a très longtemps, au début de l'histoire de l'humanité. Si on s'entraidait pas les uns les autres, on disparaissait rapidement, je pense. Et je crois on l'a tous un peu oublié. Et voilà. Et les crises qu'on traverse, le Covid, ce qui se passe en Ukraine, montre aussi qu'on a besoin de solidarité. Merci beaucoup.